Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un des outils les plus classes de l'apprentissage automatique, les machines à vecteurs de support, ou SVM pour les intimes. C'est une technique vraiment élégante pour régler des problèmes de classification qui peuvent paraître complexes. Allez, on plonge dedans pour voir comment tout ça fonctionne. Tout part d'une question qui a l'air toute simple. Imaginez que l'on ait des points de données, disons des ronds et des carrés, et qu'ils soient un peu mélangés. Le but du jeu, ce n'est pas juste de trouver une ligne qui les sépare, non, c'est de trouver la meilleure ligne possible. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la meilleure, dans ce contexte? En fait, on pourrait tracer plein de lignes qui feraient le job, qui sépareraient correctement nos deux groupes. Mais en machine learning, le but, c'est de construire un modèle qui soit solide, qui saura bien gérer de nouvelles données qu'il n'a jamais vues. C'est pour ça qu'on ne cherche pas n'importe quelle séparation. On veut la séparation optimale. Pour bien se représenter l'idée, on va utiliser une petite analogie. Imaginez que nos deux groupes de points sont en fait deux quartiers d'une ville. Trouver la meilleure frontière, eh bien c'est un peu comme si on voulait tracer la rue la plus large possible entre ces deux quartiers, mais sans démolir la moindre maison. Et voilà, c'est précisément ce que fait une machine à vecteurs de support. La documentation de scikit-learn, par exemple, la définit comme ça, une méthode qui trouve cet hyperplan de séparation optimale. Le mot hyperplan, ça peut faire un peu peur, mais ce n'est rien d'autre que le nom qu'on donne à une ligne quand on est dans un espace avec plus de 2 dimensions. C'est tout. Donc, le truc crucial à retenir, c'est ça. La meilleure frontière, c'est le milieu de cette fameuse rue, la plus large possible. Et la distance entre ce milieu et le trottoir le plus proche, c'est ce qu'on appelle la marge. L'objectif numéro 1 dans SVM, c'est donc de rendre cette marge la plus grande possible. On parle de marge maximale. Et ce qui est génial, c'est que la position de cette rue optimale ne dépend en fait que de quelques points. Les maisons les plus proches, celles qui sont juste au bord du trottoir. En langage SVM, ces points si importants, on les appelle les vecteurs de support. C'est eux qui soutiennent, qui définissent la frontière. D'où le nom de l'algorithme. Logique, non? Bon, d'accord. L'idée de la rue la plus large, ça marche du tonnerre quand les données sont bien sages et qu'on peut les séparer avec une ligne droite. Mais dans la vraie vie, que se passe-t-il quand ça se complique un peu? Et voilà le problème. Parfois, les données sont tellement emmêlées qu'aucune ligne droite au monde ne peut les séparer correctement. C'est là que les SVM sortent leur botte secrète. Une astuce mathématique vraiment brillante. Cette solution, c'est ce qu'on appelle l'astuce du noyau, ou le kernel trick en anglais. L'idée, c'est de se dire, OK, on n'arrive pas à séparer les points ici, dans leur espace 2D, pas de problème. On va les projeter dans un espace de dimension supérieure où, comme par magie, ils deviennent séparables. Imaginez des confettis de 2 couleurs sur une table. Si on tape sous la table, ils sautent en l'air, et là, on peut facilement les séparer avec une feuille de papier. L'astuce, c'est que les fonctions noyaux font ça de manière hyper efficace, sans même avoir besoin de calculer les coordonnées exactes dans ce nouvel espace compliqué. Et ça montre à quel point les SVM sont polyvalents. On a le choix entre plusieurs types de noyaux. Le noyau linéaire, c'est notre cas simple avec la ligne droite. Mais les noyaux polynomiales ou RBF, eux, peuvent créer des frontières de décision incroyablement complexes, capables de s'adapter à presque n'importe quelle distribution de données. Jusqu'à maintenant, on a surtout parlé de classification, de trier des groupes. Mais en réalité, la famille des SVM, c'est une vraie boîte à outils qui peut faire bien plus que ça. Voyons un peu ses autres talents. Comme le montre bien ce tableau tiré de scikit-learn, il existe plusieurs implémentations. Pour la classification, on a SVC ou linéaire SVC si on est sûr que la frontière est linéaire. Pour la régression, c'est-à-dire quand on veut prédire un chiffre, comme le prix d'une maison, on utilise SVR. Et il y a même OneClass SVM, un outil super intéressant pour la détection d'anomalies qui apprend à dessiner une frontière autour des données normales pour repérer les intrus. Maintenant qu'on a bien compris les concepts, passons à la pratique. Quand est-ce qu'on devrait utiliser les SVM? Et surtout, comment bien s'en servir? Alors, les SVM ont de sacrés avantages. Ils sont très forts quand on a plein de caractéristiques, ce qu'on appelle les espaces de grande dimension. Ils sont aussi assez économes en mémoire parce que, souvenez-vous, seuls les vecteurs de support comptent à la fin. En revanche, il faut faire gaffe aux surajustements et ils peuvent être un peu lents sur de très très gros volumes de données. Et puis, ils ne donnent pas de probabilité naturellement. Il faut un calcul en plus pour ça. La documentation donne quelques conseils en or. Le plus important, toujours mettre ces données à l'échelle, par exemple entre 0 et 1. Le paramètre C est aussi super important, c'est un peu le curseur qui gère le compromis entre avoir la marge la plus grande possible et bien classer tous les points. Un C plus petit va favoriser une grande marge, quitte à faire quelques erreurs, ce qui est souvent une bonne chose pour que le modèle généralise mieux. Pour résumer tout ça, on peut revenir à cette phrase clé de la documentation. Tout l'esprit des SVM est là-dedans.
trouver la frontière qui se met le plus loin possible des points les plus difficiles à classer. C'est cette quête de la marge maximale qui rend les SVM si élégants et si robustes. Finalement, les SVM, avec leur fameuse astuce du noyau, nous donnent un pouvoir assez incroyable, celui de tracer des frontières de décision très complexes dans des espaces immenses. Ça ouvre la porte à la résolution d'une tonne de problèmes, de la reconnaissance d'images à la bioinformatique. La vraie question, au fond, c'est quels nouveaux défis pourrait-on relever grâce à un outil comme celui-ci ?